Oui, ça c'est de l'appel global. Ok, yo, bonjour. Oui, bonjour, professeur. Ça va? Oui, ça va bien. Parce que tu as les seuls qui sont en ligne. Et puis, il y a deux qui sont présents. Donc, si vous pouvez faire au bout d'un moment, je vais laisser chez moi à la maison, puis on allait finir le truc, au lieu de venir ici. Là. Ok, ok, donc, la leçon 2 fait suite à la première leçon qui est une façon scientifique, c'est vous présenter les différences factuelles. Épuisable et puis non épuisable. On a dit renouvelable et non renouvelable. On a dit que le caractère, comment est-ce qu'on a défini le caractère renouvelable de ces ressources naturelles-là? Ceux qui sont présents. Quelle était la grande différence entre ce qu'on appelle ressources naturelles renouvelables et ressources naturelles non renouvelables? Parce qu'on sait tous ce que c'est que les ressources naturelles. Voilà. Maintenant, le caractère renouvelable ou non. Qui peut rappeler rapidement avant qu'on dise? Oui. Ouais, Le caractère non renouvelable ici, on avait dit que déjà, c'était plus les énergies fossiles et c'est ce qui mettait du temps à se renouveler. On ne pouvait utiliser qu'une seule fois. Mais ici, le caractère renouvelable, on a plus mis l'accent sur les ressources qui pouvaient, on peut dire, se renouveler de manière rapide. Ouais. C'est exactement ça. Donc, quelques exemples de ressources non renouvelables et puis ressources renouvelables, on le met juste dans le bain. Quelques exemples, on a parlé du pétrole, ce qui est non renouvelable, du pétrole, du gaz et du renouvelable. Dans ce qui est renouvelable, on a parlé de la forêt, on a parlé aussi de l'eau. Ok. Bon, on sait une chose, c'est que ces ressources renouvelables comme non renouvelables, finalement, tiennent pour beaucoup l'économie. Voilà, tiennent pour beaucoup l'économie parce que c'est une ressource naturelle mais qui occupent beaucoup. On a aussi parlé du fait que le déséquilibre était souvent à l'origine de certaines guerres. Mais bon, le déséquilibre aussi, je l'avais dit, c'est salutaire parce que ça force le monde à cohabiter avec les échanges. Non, dans le cacao, on n'a pas de pétrole. Hein, ça force à échanger. Malheureusement, ce n'est pas pourquoi ça se passe comme ça. Quand bien même l'homme sache que c'est des ressources qui sont indispensables à leur survie, l'exploitation est en bref abusive, de sorte que ça provoque une disparition ou une dégradation de la ressource en question. Question, selon vous, pourquoi, conscient ou non, du fait qu'une gestion anarchique des ressources naturelles pourrait être à l'origine de graves conséquences sur notre environnement, sur notre vie même, pourquoi, malgré ça, l'homme est toujours dans cette tendance à dégrader sur notre planète? Selon vous? Après, le chapitre de la lettre, c'est égal. J'écoute, hein? C'est une question que je posais. Professeur, je n'ai pas bien saisi la question. Oui, bon, je viens de te poser pour toi qui as lu. Par ceux qui sont ici, là, ils sont en train de me distraire. Je dis, pourquoi, conscient ou inconscient, du fait que les ressources naturelles sont certes importantes, mais l'homme se détache difficilement de son exploitation abusive, alors qu'on sait que cette exploitation abusive va conduire à terme à un choc qui va nous être défavorable pour notre survie.
pourquoi, conscient ou non, on est tous portés vers la dégradation, la destruction de ce qu'il y a comme ressources naturelles. Pourquoi? Professeur, moi, il y a un thème qui me gêne dans la question, c'est le fait d'être conscient et Oui. de faire quand même. Enfin, le conscient, je prends un peu à témoin le comportement des pays occidentaux qui, peut-être, ou même les États-Unis qui sont tout le temps en guerre pour exploiter le pétrole dans les pays arabes, alors qu'eux-mêmes ont des réserves énormes qu'ils gardent actuellement. Je prends aussi le cas des pays occidentaux qui ont pris les colonies, par exemple, pas le cas de l'Afrique du Sud, mais le cas des colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest, qui sont là pour juste puiser ces ressources et partir. Quelquefois, elles sont conscientes, mais elles se disent une chose. Bon, dans son histoire, je vais répondre à la question. Je veux dire, quand par exemple, une société d'exploitation minière vient par exemple et exploite un permis, et dans le contrat ou bien dans l'étude des pactes, on lui demande d'avoir un plan de restauration et fini, ne gère pas ce plan de restauration et puis rentre parce qu'a graissé un certain nombre de circuits. Pourquoi? Parce que je sais une chose, pourquoi il dit conscient ou pas conscient, eux ils sont conscients. Quand on a vu que la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique a commencé à être tirée, quand on regarde bien l'origine, c'est depuis la révolution industrielle. Vous voyez qu'on n'a pas participé à cette révolution industrielle-là, mais on paie quand même les pots cassés. Voilà quand je dis conscient ou pas conscient. C'est à là que je voulais en venir en fait. OK. Après, moi, je pense que la dégradation, ça continue. Oui. La première raison que moi, je trouve, c'est parce que très souvent, les gens n'arrivent pas à... Je veux dire que c'est le fait des gens qu'on appelle inconscients d'abord, premièrement, inconscients. Parce que même le cas des pays développés que vous prenez, oui, si eux sont conscients qu'ils le font, si les pays qui autorisent qu'ils le fassent étaient aussi conscients, ils n'allaient pas accepter en fait. Mais c'est parce qu'ils profitent en fait de l'inconscience des pays dans lesquels ils le font pour arriver à leur fin. Après, la seconde chose, c'est quand même qu'on n'arrive pas à trouver qu'on appelle l'alternative aux produits qu'on veut utiliser et qui causent en fait la dégradation. Moi, je vais revenir quand même dans notre Côte d'Ivoire, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et prendre l'exemple quand même de la forêt que je connais quand même mieux. Je pense qu'il y a, dans un passé très récent, on n'avait pas conscience de l'importance en fait des arbres. On n'avait pas conscience ni de l'importance, ni de la valeur, ni de leur rôle qu'ils jouent effectivement en fait. Et j'ai quand même suivi au niveau de la forêt de Banco, quand il a eu le déclassement et qu'il y a eu du tollé, j'ai vu même des gens qui ont un très bon niveau intellectuel te demander mais à quoi ça sert, comment on appelle la forêt. Donc, il va sans dire qu'entre le temps de prendre conscience, de savoir l'utilité, la dégradation très souvent est trop avancée, quoi. Oui. OK. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui, autre intervention, oui. Moi, j'aimerais plus mettre en exergue les enjeux. Les enjeux qui sont derrière l'exploitation des ressources naturelles. Peu importe qu'on soit conscient des conséquences de cette exploitation abusive. Donc, les enjeux là sont immensément qu'on appelle même économiques. Voilà, parce que c'est les trois pieds du développement durable qui sont mis en cause. Soit c'est économique, soit c'est environnemental, soit c'est social. En réalité, le pilier économique est tellement important, tellement puissant qu'on a tendance à occulter les deux autres piliers, mais qui nous rattrapent tôt ou tard. Donc, vous voyez que, conscience ou pas conscient, moi, c'est un gros problème parce que il est difficile de faire prendre conscience à nos parents sur les topics ici, tant qu'un modèle fort ne vient pas de l'Occident. Normalement, on aurait pu prendre conscience depuis longtemps parce qu'on a vu exclusivement d'agriculture. On aurait pu comprendre que c'était un trésor qu'il fallait préserver parce que nos cultures, on arrive à les faire. Il y a des cultures qu'on fait uniquement en forêt. Donc, il faudrait que la forêt existe pour qu'on puisse le faire. Puisqu'on utilise très peu d'écran. Il a fallu que cette prise de conscience vienne des différentes COP sur le climat où l'arbre a été mis au cœur des systèmes d'atténuation. Où on a senti que si on plantait beaucoup plus d'arbres, en fait, on pouvait soustraire de l'atmosphère une bonne quantité de CO2. Mais ça n'a rien de faire. En réalité, ça a pris de l'importance simplement parce qu'il y a de l'argent qui a été proposé.
Si vous conservez vos forêts, on vous donnera tel argent. Initialement, ils étaient dans un système. Voilà l'argent, conserver la forêt. Ils ont vu que ça ne donnait pas. Ils sont rentrés dans un système qui est le principe de l'arrêt plus. Si vous conservez bien, on vous donne l'argent. Vous voyez qu'on est passé à une deuxième étape. Et donc, cette prise de conscience, c'est comme si nos autorités sont obligées de rabattre les oreilles de ceux qui sont auprès de la forêt parce que ces autorités vont recevoir de l'argent si jamais c'est bien fait. Mais en réalité, la vraie question, c'est comment bâtir une opinion, comment faire partie la prise de conscience depuis la base. Comment faire partie de cette prise de conscience depuis la base. Parce que là qu'on voit les prises de conscience, c'est du top-down. C'est toujours l'autorité qui est très éclairée, qui va servir un discours qui est très souvent adiabatique, qui sont à la base. Comment on peut bâtir une prise de conscience qui part depuis la base, le end-user, c'est-à-dire les usagers de fait, les usagers finaux qui sont à la base, selon vous. Et là, c'est juste les diapos de l'exploitation abusive. Ça, c'était au niveau des ressources. Il y en a du renouvelable parce que la forêt, on peut la renouveler. C'est-à-dire, quand on arrive au non renouvelable, enfin, il y a toujours des renouvelables, l'extraction du pétrole. La pêche est renouvelable de façon, c'est aussi clair. L'exploitation du bois également, c'est renouvelable. Mais bon. Monsieur, moi, je m'appelle Titi. Oui. Bon, selon moi, et vous l'avez dit hier et avant-hier. Selon moi, c'est de remettre l'homme au cœur du projet. Par exemple, comment? Ça, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge, oui. Mais par exemple, au niveau des producteurs, que ce soit des producteurs d'ignames, que ce soit des producteurs de cacao, etc. C'est de permettre à ce qu'un producteur aujourd'hui soit un producteur, je vais dire ce mot-là, lettré, ou bien un producteur qui sait ce que c'est que la terre, qui sait qu'on appelle développer les cultures, qui sait comment faire pour que, même en étant sur un espace restreint. Donc, la prise de conscience passerait par l'éducation, la formation. L'éducation, la formation du producteur. Parce que si je ne connais pas, si je fais de façon inconsciente, je fais fi des conséquences de la déforestation, par exemple, j'ai tendance à me comporter comme quelqu'un sans foi ni loi. Mais en ayant une vue claire, précise de ce qu'est la déforestation, en ayant une vue claire, précise de ce qu'est une culture moderne aujourd'hui, la culture agricole moderne, basée sur des techniques à fort rendement. Mais je peux aujourd'hui me contenter de mon lopin de terre que j'ai et être encore plus efficace. Peut-être après viendra la question de la part du gain, mais on peut concentrer ça sur 10-15 ans, le temps de renouveler la ressource. C'est quoi l'examen de fait qu'il y a là? Ouais, vous voyez que pour tous les modèles qui sont construits jusque-là, c'est du top-down. C'est-à-dire qu'on vient, on rabat les oreilles de certaines personnes qui ne comprennent vraiment rien. En une semaine, on fait un très grand bruit et puis après, mais quand il a fait d'écouter la situation de retour, il devient quoi après dans l'histoire? Voilà, donc, on a donné l'exemple de l'océan. Consommation d'énergie, besoin d'énergie, exploitation de plus en plus profonde, les métaux lourds qui disparaissent. Tout ça, c'est les effets de la dégradation. Les métaux précieux qui permettent de construire un certain nombre d'éléments pour le matériel qu'on utilise couramment. De moins en moins. Les forêts menacées, bon, les forêts n'en parlent pas. Les forêts menacées, disparition, production de poissons nécessaire, modifier, eau salée, mauvaise répartition gaspillage, eau bien pour ceux fragiles. Cause. Voilà. Donc, on a plus ou moins vu les différentes conséquences, que ce soit renouvelable ou non renouvelable. Ça, comme je l'ai dit, c'est des éléments qu'on sait déjà. C'est juste l'organisation. Maintenant, les causes de cette dégradation, je pense que vous êtes en arrivée déjà. Il y a des causes naturelles, mais ce qui est plus dommageable, c'est les causes anthropiques. Vraiment, ce que l'homme fait.
ce que l'homme fait, cause naturelle, sécheresse, érosion. Mais quand on regarde même les causes naturelles, hein, les causes qu'on appelle naturelles, et quoi c'est ces causes naturelles? On a la démonstration que l'homme agit en fonction de causes naturelles. Par exemple, on parle de sécheresse et qu'on sait que l'homme est une part importante à l'origine de ce qu'on appelle changement climatique et que les changements climatiques exacerbent la sécheresse. Donc, tu vois que finalement, sur la cause naturelle, il y a encore l'empreinte humaine. Quand on parle d'érosion, c'est pareil. C'est justement parce qu'on a décapé un sol qui était couvert par une végétation que l'érosion s'accentue. Et ça, c'est classé au rang des causes naturelles. Les causes anthropiques, bon, là, ces causes-là sont légion. On en a de tout sortes par pourquoi de tout. Il y a un, deux, trois, en fait, trois. Mais généralement, pour ces causes anthropiques, ce qu'on cite le plus souvent, c'est les causes directes. Quand on prend l'exemple très proche de nous, parlant de la corruption végétale, plus dans la zone tropicale. Les causes directes de la déforestation, c'est quoi? L'agriculture, l'exploitation minière, ça veut dire que tu coupes directement la ressource. Mais les causes directes sont, à mon sens, les plus importantes. La pression démographique. Si moi j'avais un hectare, quand j'avais un enfant, si j'ai 3 enfants, vous 3 hectares. On pense finalement pas à ça. On établit des trucs de pas que les gens coupent. Alors que normalement, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. L'enrichissement, ça c'est pour les grosses compagnies. Les ouvrages, on parle de développement. Mais la pauvreté aussi. Ça, c'est un facteur tellement important. C'est un facteur tellement important. Voilà un mot ici que je ne suis pas à votre appréciation. On dit l'agriculture intensive par usage d'intrants chimiques. On dit que ce qui détruit notre espace ici, c'est l'agriculture extensive. Maintenant, on nous dit qu'encore là, l'agriculture intensive est un problème. Finalement, quel modèle d'agriculture qu'il faut pour nous? Question. Quel modèle d'agriculture? L'agriculture. C'est des approches. Il y a des approches chimiques à tout ce qui est comme minéral. Il y a des approches du bio avec tout ce qui est comme produits organique, ça veut dire il y a des approches intégrées où on combine depuis les deux. Quand tu parles d'agriculture bio, quels sont les avantages et les inconvénients de l'agriculture bio? Alors, pour la préservation de l'environnement, dans le premier temps, on pollue moins, et puis on a une production accrue. Tu es sûr? Tu es sûr? L'Europe parle de bio parce qu'ils ont fini avec l'autosuffisance alimentaire. On rentre dans la qualité. En Afrique, ici, tu penses que le bio dont on parle, pour être vraiment réaliste, tu penses que le bio dont on parle, tu sais pourquoi l'agriculture, la cacaculture, pour être plus précis, est très consommatrice d'espace? C'est parce qu'on n'utilise que les plants. C'est la richesse du sol là qu'on utilise. Les paysans qui utilisent encore des engrais pour booster le truc sont rares. C'est qu'elle est vraiment posé sa pression en train de chuter là, peut-être les insecticides, patati patata. Sinon, l'engrais comme ça, c'est pas une évidence. Maintenant, l'agriculture bio, parlons-en. Imagine-toi quelqu'un qui a 10 hectares de cacao. Quand tu parles d'agriculture bio, ça lui va faire quoi? 10 hectares de cacao. Oui. Agriculture bio, c'est attaqué par les insectes. Le sol devient de plus en plus pauvre. Agriculture bio. C'est-à-dire que même si c'est attaqué par les insectes, le sol ne doit pas être tout déchiqueté. Maintenant, aussi, il doit avoir une meilleure fabrication parce que c'est dans les cacao. Il y a 7 des bonnes patates comme le cacao doivent être mises en avant. On appelle les mauvaises feuilles, les troncs d'arbres, et ainsi de suite. Donc, c'est fait de manière régulière. Donc, avoir une main-d'œuvre abondante, soit
va pas utiliser des pesticides. Ça, c'est la On même peut chose. utiliser des pesticides. Et aussi, en agriculture bio, il y a cette limitation qu'il faut avoir entre sa parcelle et les champs. C'est exactement ce qu'il faut voir. C'est exactement ce qu'il faut voir. Parce que généralement, on lance des slogans qui sont très intéressants en tant que la réalité. Une fois, j'ai suivi une lecture de Sarkozy qui disait que les gens sont portés beaucoup plus vers les véhicules électroniques. Mais lui, quand il pense à ça, vraiment, ça fait qu'il rit. Parce que quand on dit qu'on parle de véhicule électronique, ça veut dire quoi? La batterie qui est dans le véhicule, vous savez à quel coût d'émission de CO2 qu'on a fabriqué cette batterie? En fait, c'est un leurre. Parce que tous les métaux précieux qui sont utilisés pour faire cette batterie, apparemment, l'émission est tellement importante, mais depuis la liste, il y a pas fait de recherche là-dessus. C'est pour dire qu'on parle de véhicules électriques, mais attention, l'énergie même qu'on dégage pour fabriquer ça, c'est un peu comme si on avait finalement de l'énergie possible. Très souvent, c'est de très beaux slogans, mais je vous demande d'analyser jusqu'à la base. Là, par exemple, on accuse en premier, au niveau de la Côte d'Ivoire, en tout cas, l'exploitation agricole extensive comme un des plus grands moteurs de la déforestation. Mais il faudrait qu'on arrive à une agriculture intensive. Est-ce que vous pensez qu'une agriculture intensive est possible sans apport d'engrais minéraux? Je veux dire, en restant exclusivement bio. Est-ce que vous pensez qu'une agriculture intensive est possible? La politique de l'agriculture zéro déforestation était que, au lieu que le paysan il est à 5 hectares, compte tenu de ses besoins, aussi du faible rendement agricole, pour accroître ses gains, il est obligé d'étendre ses superficies. Alors qu'avec les bonnes pratiques agricoles, normalement, sur ces 5 hectares, il aurait pu avoir un rendement tellement intéressant qu'il n'allait même pas avoir envie de faire la forêt de terre. Mais avoir un rendement intéressant, je ne pense pas. On a boosté le rendement, on faisant quoi. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut parler de bonnes pratiques agricoles sans intrants agricoles, sans polluants engrais? Vous pensez que c'est possible? L'intensification agricole dans le sujet encore. L'intensification agricole dans nos conditions actuelles, sans intrants agricoles polluants. Vous pensez que c'est possible? Moi, je pense que c'est tout. Oui, je vais vous poser une question concernant les systèmes agroforestiers dans leur formation. Je pense que tout le programme de sensibilisation. J'ai lu que ces systèmes agroforestiers étaient à la base de super rendement, d'un meilleur rendement que le type de paysage qu'on rencontre ici au niveau du cacao. Est-ce que, pour moi, est-ce que c'est vrai? Parce que, franchement dit, si tu me réfères à ce qu'on voit au niveau de la plante et puis de son développement, si la plante a besoin de la lumière pour se développer, est-ce que le fait qu'il y ait un système agroforestier mis en place ne va pas faire que la plante là va manquer de lumière pour son développement? Est-ce que le fait que le cacao puisse se retrouver aujourd'hui à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, ne va pas encore engendrer des coûts? Et le rendement ici sera, on peut dire, bloqué. Il n'y a pas de rendement en tant que tel, mais le gain ici sera, on peut dire, bloqué ou bien sera fait par rapport à l'utilisation de cette même argent-là pour l'exploitation de l'agriculture. Très bonne question. Il y a la barre de choix quant à l'examen que je dois vous donner. Yo, tu es toujours là? Oui, pour ça, je suis là. Ok, tu as bien compris sa question? Je n'ai pas trop bien saisi, mais. Oh, oui, je résume ça. C'est tellement intéressant. Je vais réagir là-dessus. Mais je voudrais que tu réagisses un peu là-dessus parce que tu es au quotidien dans ces forêts-là avec ce qui se passe. Je leur ai posé la question de savoir est-ce que, dans notre cas de figure, dans la mesure où l'agriculture extensive est indexée comme un des facteurs majeurs de la déforestation et de la dégradation même de nos terres ici, est-ce qu'on peut parler de l'agriculture intensive
sans intrants agricoles polluants. Donc, il est revenu dans un détail en disant que est-ce que l'agroforêt qui est prôné partout tel qu'on le fait, est-ce que ce qu'on dit de ça, les rendements qu'on avance, est-ce que c'est des choses justes? Est-ce que parce qu'on fait de l'agroforêt, on a des meilleurs rendements? Est-ce que ce n'est pas l'effet contraire? Ok, je dois faire observer qu'au niveau des agroforêts, oui. Il y a, allez, on cherche à résoudre des problèmes, oui. Et en résolvant ces problèmes, on en crée d'autres en fait. Quand on parle d'agroforêt, c'est pour favoriser plusieurs composants oui. sur un même espace. Oui. C'est vrai qu'en introduisant des arbres forestiers dans les cultures, on arrive à créer l'ombrage nécessaire pour qu'on appelle les plans agricoles qu'on met en fait. Seulement que vous avez qu'on appelle des plantes qui ont des conditions édaphiques différentes sur un même espace. Exactement. Et quelquefois, on a plutôt tendance à surexploiter qu'on appelle les ressources, surtout en eau, de l'espace sur lequel l'agroforêt a été fait en fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut faire très attention dans le type de culture qu'on associe. Exactement. Voilà. Oui, vas-y. Et est-ce que, quand on appelle, en faisant forcément de la culture qu'on dit intensive, on règle encore le non, la culture intensive, elle a ses avantages et ses inconvénients, tout comme la culture intensive a ses avantages et ses inconvénients. Si la culture intensive, allez, je dirais, n'est pas trop consommatrice en termes de... Elle est quand même bien par rapport à la... qu'on appelle déforestation, la culture intensive, elle induit quelque part une dégradation par l'utilisation abusive qu'on appelle des intrants. Exactement. OK. Donc, pour ajouter à ce que Léo vient de dire tout à l'heure, il y a aussi le fait qu'il ne faut pas sortir les choses de leur contexte. Hein? Ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est que en voulant faire de l'agroforêt où l'agroforêt n'était pas conseillé, on crée une compétition intense sur le sol. Donc, en termes de dégradation, effectivement, on oublie de faire des amendements. Bien, ça, c'est une des choses. La seconde des choses, c'est que, voyez un peu l'historique de la Côte d'Ivoire. On est premier producteur, on a sorti le RSD. On sait que le cacao est produit exclusivement ou préférentiellement des forêts. On est aussi conscient du fait que les forêts sont de plus en plus rares. Ce qui est en train de se passer, on est revenu à d'autres conditions où on souhaiterait exploiter la jachère. Parce qu'un paysan quitte une terre, il dit la terre est fatiguée. Et ça, non. En fait, c'est la terre qu'on veut. Donc, le CNRA, initialement, il était parti pour produire un plan qui pourrait pousser dans la jachère. Donc, vous regardez bien la variété de Mercedes, voyez, c'est d'elle qu'on parle. Quand tu suis textuellement l'itinéraire agricole indiqué en 18 mois, ça te produit. Alors que les anciennes variétés qu'ils appellent français ou bien Ghana, c'est 6 ans, 7 ans. Ça, c'est les variétés qui croissent dans l'ombrage. Ça veut dire qu'ils donnent dans l'ombrage. Parce qu'il y a des espèces qu'on appelle sciaphiles, il y a des espèces qu'on appelle héliophiles. Vous voyez, pas non? Vous avez essayé non? Ça devrait être léger, non? Bon, là, tu t'en sors. Donc, il y a des espèces qu'on appelle sciaphiles, il y a des espèces qu'on appelle héliophiles. C'est des trucs différents. C'est vraiment des trucs différents. Donc, la variété Mercedes, pourquoi est-ce qu'ils sont pas petits? On a mis en avant un phénomène qu'on appelle le phénomène d'éphémérisation. Ça existe beaucoup plus pour les plantes qui sont au nord. Là-bas, s'il y a ne serait-ce que 3 mois de pluie, dès qu'il pleut, quand il ne pleut pas, tout est sec. Dès qu'il pleut, tout gemme, ça fleurit, ça fait les graines. En l'espace de 3 mois, ça finit son cycle. Et puis, ça enfouit les graines en attendant la prochaine pluie. Donc, c'est ça, on a raccourci le cycle. C'est un peu comme si quelqu'un qui mangeait un peu sur bout de 3 ans, qu'il atteint sa croissance. Maintenant, on lui dit que ce que tu mangeais en 6 ans, tu vas manger ça en 2 ans. Donc, il lui faut une intensité pas possible de soleil. Voilà pourquoi les gens font dans la production plein soleil. Sinon, si les gens que la production plein soleil faisait chuter le rendement, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, il faut mettre. Parce que les gens ne sont pas là à l'école, mais c'est de façon empirique qui se transmettent. C'est justement parce que c'est des variétés plein soleil qu'ils ont fait que c'est plein soleil que ça produit. Selon des variétés qui s'appellent français ou bien Ghana, tu fais ça plein soleil, ça produit. Bon,
On est dans une situation où autant de régler des problèmes. On parle de réchauffement climatique. On sait qu'on a coupé une forêt pour faire ça. Donc, comment au moins pouvoir limiter? C'est-à-dire, la forêt était à quelle quantité de carbone à l'hectare, l'exploitation agricole en question est à quelle quantité de carbone. Je dis n'importe quoi. Si la forêt, par exemple, était à 1000 tonnes de carbone l'hectare, quand on met, par exemple, l'exploitation agricole, on pourrait facilement redescendre peut-être à peu près 30 tonnes l'hectare. Donc, en mettant les arbres, on espère relever ça peut-être à 50 tonnes au lieu de 30. Toujours est-il que, passer une certaine quantité, dans le mouvement de certaines communautés, la production va baisser, fortement baisser. Si vous avez déjà fait un tour en forêt classée, pour les parcelles de cacaoyers abandonnés, comment les plants sont? Ceux qui ont bien vu ça. Les plants deviennent plats, et plus longs, ça ne produit plus. Parce à ton dommage. Donc, plus tu mets, plus ça baisse la production, en tout cas pour la variété d'espèces. Parce que c'est une variété plein soleil. Voyez donc. Donc, il y a certains ONG qui se sont laissés dans le système, ce qu'ils appellent paiement pour services écosystémiques. Je m'explique. Si en plein soleil, tu produis une tonne à l'hectare, et qu'en mettant les plantes, au lieu de produire une tonne, tu produis peut-être 800 kg ou bien 700 kg. Toi, ton kilogramme, au lieu d'être racheté peut-être à 1000 francs comme les autres, on va racheter ton kilogramme peut-être à 1300, à 1400. Voilà quelque chose qui pourrait être incitatif. Qui pourrait pousser les gens. Mais ça veut dire que quelque part, quelqu'un doit laisser tomber un peu de son bénéfice. Qui laisse tomber? Je ne peux pas faire l'exemple. Il n'avait rien avant. Qui laisse tomber? La protection des ressources naturelles, le développement durable, bien souvent, c'est un slogan. Mais quand ce n'est pas validé à la base par les scientifiques, ça reste un slogan parce que c'est des coups de la même année. Question? J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit concernant le CNRA. Est-ce que, parce que, est-ce qu'au niveau des producteurs, oui, le CNRA joue pleinement son rôle? Parce que c'est une structure nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des producteurs, tous les producteurs sont touchés, par exemple, par. C'est exactement ça. Ils ne sont pas tous touchés. Parce qu'en réalité, quand on dit que, au lieu de tailler 10 hectares, sur les 5 hectares, tu peux faire ta production, il faut vraiment voir le système de production. Il faut composer avec les intrants agricoles, sinon tu ne peux pas. Ce n'est même pas possible. On est d'accord? Les centres, c'est l'institut de recherche. L'institut de vulgarisation, c'est la NADER. La NADER, autant que c'est un ONG, procède parce qu'on appelle des champs d'école. Comme les gens sont dans les coopératives, c'est beaucoup plus facile maintenant. C'est-à-dire, il y a quelques paysans qui donnent leur champ, qui servent d'expérimentation, et puis 1 ou 2 fois par mois, les paysans qui sont dans la coopérative viennent venir voir le modèle, comment est-ce qu'il faut traiter sa parcelle. Mais je suis capable de dire que ça ne touche jamais tous les paysans. Ils ne sont pas tous touchés. Et comme on le dit, là où je suis encore d'accord avec toi, c'est carrément un système d'éducation, de nouveau directeur qui pose problème. Parce que quand on parle de transfert de technologie, de connaissances, transfert de technologie, il faut un minimum de bagage et celui-là qui doit accepter cette technologie. Tant qu'elle a du mal à mettre ça en sinon, c'est pas facile. Oui, question? Au niveau de Mercedes, est-ce que c'est un OGM? Oui, c'est un OGM. Organisme génétiquement modifié. Je suis d'accord avec toi. Donc, est-ce parce que que c'est par la quelque langue, chose. Oui. est-ce que par la langue, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on veut prôner comme système qui nous semble une solution la plus efficace actuellement, ne sera pas un problème? C'est là où l'homme de science rentre dans la philosophie. C'était la question de, on est en plein Covid. Donc, voilà, le français oui, le français disait que la clinique marche, la clinique, elle a dit non, ça ne marche pas, on cherche encore. Quand les gens me forment, c'est exactement la question. Est-ce qu'à la longue, quand on prend une option, c'est par rapport à un contexte bien précis. Je l'ai expliqué, on sait que le bon cacao est produit dans les forêts. On sait qu'avec cette façon de produire, la Côte d'Ivoire perdre pratiquement toutes les forêts. On va pouvoir maintenir la production. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on appelle terre fatiguée, on va pouvoir réexploiter cette terre. En ce moment, on crée une variété qui est résistante.
qui pourrait pousser dans cette paix avec un rendement, elle est dit, plus ou moins acceptable. Maintenant, ce qu'on a créé, bon, je pense que ça fait quand même un bon moment de recul. On a le temps de voir ça. Pas comme nous, on a eu un bon recul, mais ces choses, c'est avéré que les paysans n'aiment pas la variété en question. C'est parce que c'est au contraire. La contrainte vient de 1. La parcelle qui t'est offerte. Ton environnement fait que tu es obligé d'utiliser cette variété. Tu es obligé parce que c'est les plus forêts que tu vas faire. Donc, tu es obligé de faire ça. 2. Le Sénat avait, l'année avait une politique de remise gratuite de ces espèces-là. En tout cas, à dire plus, j'allais dire. Parce qu'il y a aussi l'information qui est passée comme quoi ça résiste aux choses. Tu vois, non? Toutes les techniques de communication sont bonnes. Hein? Rien ne demande que ça résiste aux choses parce que quand on créait ça, ce n'était pas dans le petit de résister aux choses. Mais c'est une technique de communication qui pourrait pousser les gens à. Mais la réalité n'est pas aussi. Si le paysan se rend compte qu'en plein soleil, il produit plus que sous couvert, il ne va pas le faire. Quand on parle de certification, on parle d'un minimum d'arbres à conserver dans sa parcelle. Un minimum d'arbres à conserver dans sa parcelle. En fait, on parle de certification parce qu'on t'impose ça. On dit que c'est bon pour l'environnement. Mais il faut bien regarder, généralement, ce qui est très bon pour l'environnement n'est pas aussi bon pour l'agriculture. À terme, on te dira qu'autour de taille, par exemple, l'agriculture ici, parce qu'il y a un microclimat qui est produit effectivement par la forêt de taille. Mais souvent, vous voyez que la forêt de taille existe. Et puis, les plantations sont juste à côté. C'est de vraies équations. Ça donne à réfléchir. Ce qui fait que ce genre de trucs-là, c'est pas, comment on appelle le temps. Non, on te pose un cas de figure. Selon toi, comment est-ce qu'on pourrait produire durablement cette histoire en préservant et les législateurs et bien maintenant à un niveau acceptable la production de l'exploitation de telles ressources. Je ne sais pas comment penser à ça. OK. Ah, il y a plein de qui sont venus après. Au milieu, ceux qui sont là, on t'a signalé.